La collision continentale. L'affrontement de lithosphères de même densité conduit à un épaississement crustal. Crustal, ça fait penser à croûte. L'épaisseur de la croûte résulte d'un raccourcissement et d'un empilement des matériaux lithosphériques. Nous allons essayer de montrer ce qui se passe après la phase de subduction. Une lithosphère océanique âgée, et donc épaisse, s'enfonce dans l'asténosphère, elle tire toute la plaque, inexorablement les deux lithosphères continentales vont s'affronter. Les conséquences de cet affrontement sont une collision avec des contraintes compressives qui vont transformer les deux plaques continentales en provoquant un raccourcissement et un épaississement régional à l'origine de reliefs très importants. La tectonique compressive consiste en la présence de chevauchements et de la présence d'une racine crustale. La lithosphère océanique peut avoir laissé des reliques au sein de la chaîne de montagnes, comme par exemple les ophiolites que vous étudierez en classe de terminale et dont nous avons parlé dans d'autres cours. Les reliefs alpins résultent de la collision entre le sud de l'Europe, donc la plaque européenne, et une plaque dite apulienne, entre parenthèses, donc Apulie, venant de l'Afrique après l'ouverture de la Méditerranée occidentale. Et on ferme la parenthèse. Cette dernière, donc la Méditerranée occidentale, forme une bonne partie de la péninsule italienne, le fond de la mer Adriatique et les Balkans. La forme en arc des Alpes résulte d'un véritable poinçonnage de la marge européenne par la plaque apulienne. Le profil ECORS, E-C-O-R-S, a été réalisé à la fin des années 1970. Par sismique réflexion, on a pu voir de nombreuses discontinuités sous le relief des Alpes et au-delà des failles attendues, délimitant des blocs de croûte se chevauchant, on s'est aperçu que le Moho y est bien plus profond que les 35 km observés en moyenne. Sous les reliefs, la croûte peut dépasser les 60 km d'épaisseur. Cet excès de croûte en profondeur forme ce que l'on appelle la racine crustale. Les failles inverses affectent autant la croûte dans son ensemble, on parle d'écaillage crustal, que les couches sédimentaires plus en surface. Lorsque l'océan a entièrement disparu, donc par subduction, c'est donc les deux continents qu'il séparait qui se retrouvent en contact. Or, les deux masses continentales ont des densités équivalentes et qui sont inférieures à celles de la sténosphère. Le continent situé sur la plaque plongeante ne peut donc pas produire comme le faisait l'océan, ne peut donc pas subduire, comme le faisait l'océan, enfin la lithosphère océanique, qui avait une densité bien plus élevée. De ce fait, la convergence se poursuit, mais la subduction est remplacée par la collision. La collision continentale provoque de profondes déformations des plaques lithosphériques concernées. De grandes failles inverses vont délimiter des écailles continentales empilées partiellement les unes sur les autres, provoquant un épaississement crustal marqué par la présence de reliefs montagneux en surface et d'une racine crustale en profondeur. Il y a donc des raccourcissements et des empilements attestés par un ensemble de structures tectoniques déformant les roches, et on parle de plis, de failles, de chevauchements et de nappes de charriage. Nous allons montrer qu'il y a différents types de déformations. Ces déformations se produisent sous contrainte extensive ou compressive, ce qui est le cas lors d'une collision. Elles peuvent être cassantes ou plastiques. Selon la profondeur des roches dans une croûte,
Les roches peuvent casser, il se forme alors des failles, ou elles peuvent se déformer de façon plus souple et former des plis. Cette différence de comportement est liée à la température et à la pression, ce qui permet de délimiter des domaines structuraux superposés. Il y a également un métamorphisme des roches pour les domaines les plus profonds. Il existe des déformations souples, formées en profondeur, mais actuellement en surface. Le chapeau de gendarme, par exemple, est un diverticule d'une déformation plus importante appelée anticlinorium de Mollune. Ces déformations amortissent la contrainte compressive par un raccourcissement et un épaississement, mais sans fracturation. Il existe des déformations cassantes avec formation de failles inverses. Ces failles font monter des blocs par rapport à d'autres. Elles permettent un raccourcissement et elles expliquent aussi la formation de relief. Les plis, les failles inverses et les plis failles correspondent tous à un raccourcissement horizontal provoqué par une compression latérale des matériaux. Ces différentes déformations provoquent horizontalement le raccourcissement des matériaux, mais aussi un épaississement vertical, donc la quantité des matériaux rocheux restants constante au cours de la déformation. La diversité de ces déformations a pour origine la diversité de résistance mécanique des roches présentes en relation avec la température et donc avec la profondeur à laquelle elles se trouvent. Si elles sont froides, les roches seront rigides et auront un comportement cassant. Des failles s'y formeront. Si elles sont plus chaudes, elles seront plus ductiles et leurs déformations seront plus souples, donnant naissance à des plis. Nous poursuivons la description des déformations en ajoutant les charriages et en amenant quelques notions de transformation pétrologique, puisqu'il est fait état de la présence de roches métamorphiques dans les croûtes continentales. Il existe des nappes de charriage. Au col du Lutaré, par exemple, la nature et l'âge des roches montrent que leur superposition ne respecte pas la chronologie. Il n'est pas normal de trouver des déformations du Trias sur du Tertiaire. Ce phénomène de chevauchement est lié à la convergence et à la contrainte compressive et il est facilité par la présence de couches dites savons, souvent des évaporites, des marnes, ce qui dans ce cas correspond aux roches du Trias. Il existe des nappes de charriage qui sont fréquentes sur tout le pourtour des Alpes, au niveau de la Provence, par exemple nappes de Digne, ou au cœur même des Alpes internes. Ces charriages peuvent concerner toute la croûte, voire la lithosphère continentale. De grandes failles inverses séparent des écailles crustales qui se chevauchent les unes sur les autres. Si on observe plus en détail la jonction entre la plaque asiatique et le sous-continent indien, on voit que le manteau lithosphérique est entraîné sous le plateau tibétain. On assiste à une subduction continentale. La croûte est entraînée à des profondeurs considérables, près de 150 km de profondeur. De nouveau, on retrouve donc un épaississement crustal associé à la présence de relief important. Au sein des racines crustales, les conditions de pression et de température changent, d'où un métamorphisme particulier et la naissance de roches magmatiques dont nous avons déjà parlé. Il y a formation également de roches métamorphiques. Des roches sédimentaires par le jeu de chevauchement sont amenées à de grandes profondeurs. Des minéraux deviennent instables et sont remplacés par d'autres. En contrainte compressive, ces minéraux vont croître de façon orientée, formant des lits plus ou moins déformés. La compression peut aussi engendrer une schistosité avec des plans de clivage qui peuvent recouper des géométries préexistantes.
Ainsi, donc, les grandes failles inverses présentes dans les zones de collision permettent de superposer des nappes de charriage faites de terrains sédimentaires ou des écailles de croûte continentale. Ces croûtes continentales, donc, provoquant la formation de reliefs en surface et une racine crustale en profondeur se met en place en général. Ces deux structures sont responsables de l'épaississement de la croûte continentale. Lors de la collision continentale, une roche sédimentaire peut tout d'abord être enfouie au cours de la collision. Soumise à une élévation de température et de pression modérée, elle peut être plissée. Enfouie plus profondément, elle peut subir un métamorphisme qui fait apparaître de nouveaux minéraux, stables dans les nouvelles conditions de pression et de température, tels les micas par exemple. Ces minéraux étant formés sous contrainte, ils s'orientent de manière particulière, faisant apparaître un feuilletage nommé schistosité. Le cours est terminé. Merci.